Salut tout le monde, bienvenue sur Athlètes Mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde, et particulièrement cette semaine. Car j'ai l'honneur de recevoir le meilleur coureur de 800 mètres de tous les temps, le recordman du monde de la distance en 1:40:91, vous avez bien entendu, double champion olympique et double champion du monde, David Rudisha. J'ai pu échanger avec David à l'occasion des mondiaux en salle de Glasgow début mars, dont David était l'ambassadeur. Nous avons enregistré cette interview dans la iZone, la zone interview du centre des médias. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur mon travail à Glasgow, je vous renvoie vers l'épisode de la semaine dernière dans lequel je réponds à vos questions à ce sujet. Lors de notre conversation, David m'a parlé de son amour du 800 mètres et de sa fameuse course record du monde lors des Jeux de Londres 2012. Je lui ai demandé s'il pensait avoir hérité du talent de son père, médaillé d'argent sur 4x400 aux Jeux de Mexico 68, et s'il avait des regrets de ne pas avoir pu conclure sa carrière sur un 3e titre olympique consécutif à Tokyo. Vous écoutez actuellement la version doublée en français, mais l'interview originale en anglais est également disponible dans le feed du podcast. Bonne écoute! Bonjour David, merci de m'accorder quelques minutes de ton temps, je sais que tu es très occupé, donc merci beaucoup. On est à Glasgow, au Mondiaux en salle, tu es l'ambassadeur de cette compétition. Ton job, ton rôle ici, il consiste en quoi exactement ? Oui, merci beaucoup. Je suis très content d'être ici comme ambassadeur pour les championnats du monde en salle d'athlétisme de Glasgow 2024. C'est vraiment une belle opportunité d'être ici, d'échanger avec les fans et bien sûr de promouvoir notre sport et d'encourager les jeunes à faire du sport. On est au Royaume-Uni, les gens adorent l'athlète ici. Je suis sûr que beaucoup de gens te reconnaissent. Ils te disent quoi en général quand ils te rencontrent ? Les gens sont très sympas, très gentils. Ça m'impressionne vraiment de voir à quel point ils aiment et suivent l'athlète ici. Et quand ils me croisent, ils viennent me parler, ils me remercient. La plupart des gens se souviennent des Jeux de Londres en 2012, de ma course là-bas, et c'est toujours incroyable, tu sais, quand ils m'en parlent. Et ils s'en souviennent encore très bien. Ils me disent, les Jeux de Londres, c'était vraiment quelque chose. La plupart des gens me demandent si on peut faire une photo. Et c'est incroyable, parfois tu vas quelque part et t'es surpris de voir comment les gens te suivent sur les réseaux sociaux. Parfois les gens me disent qu'ils ont regardé ma course plusieurs fois. Donc oui, la plupart du temps, les gens me parlent des Jeux de Londres 2012. Ça me rappelle que c'était vraiment des jeux à part. Ouais. Ce que j'aime le plus dans ta course record du monde, c'est que, pour une fois, la plupart des finalistes étaient contents à l'arrivée. Tout le monde avait battu son record personnel ou un record national. C'était vraiment une course très spéciale pour beaucoup de gens. Oui, c'est vrai. Parfois, je vais sur YouTube et je regarde cette course. Et à chaque fois, je ne peux pas m'empêcher de me dire « Londres 2012, c'est la course la plus courageuse de ma vie. » Et pourtant, c'était la finale des Jeux. Donc la priorité, c'était de gagner la médaille d'or. Mais moi, j'avais décidé d'aller vite. Et c'était peut-être ma meilleure chance de gagner. Donc j'avais prévu ce schéma de course avant la compète. Mais oui, mon objectif, c'était pas de battre le record du monde. En fait, je pensais faire un chrono du genre 1:41. Mais de battre le record du monde, c'était vraiment incroyable. C'est la cerise sur le gâteau. Comme je te disais avant qu'on commence à enregistrer, je suis française, j'ai un podcast d'athlète, et il y a quelques mois, j'ai interviewé le recordman de France du 800, Pierre-Ambroise Boss, qui m'a parlé de toi et qui m'a dit qu'il pensait vraiment que lui et d'autres de la même génération te devaient beaucoup. Il m'a dit, sans David, on n'aurait jamais couru aussi vite parce qu'il était quasiment un lièvre pour nous. Parce que tu étais tellement rapide, tu courais devant et eux, ils essayaient de te suivre et très souvent, juste le fait d'essayer de te suivre, ça leur permettait de faire des super chronos. T'as conscience de ça ? Que t'as aidé plein de gars à battre leur record personnel ou un record national ? Oui. Tu sais, à mon époque, pendant ma carrière,
J'avais pas peur de tenter des choses, d'être courageux dans la plupart de mes courses, même quand j'étais pas au meilleur de ma forme. J'essayais toujours de faire un premier 400 rapide et de voir ce que ça donnait. Et en faisant ça, certaines fois, quand j'étais pas au meilleur de ma forme, mais que j'essayais de passer très vite aux 600, c'est vrai que je me retrouvais à leur servir de lièvre. Mais tu vois, la plupart du temps, je montais en puissance au fil des courses. À chaque fois que je perdais une course, je savais que j'avais un objectif en ligne de mire. Et si tu regardes mes deuxièmes jeux à Rio, le chrono était aussi super rapide. Je pense que c'était le deuxième chrono le plus rapide d'un vainqueur au jeu. Donc à chaque saison, j'avais un certain objectif et c'était de gagner le championnat. Mais comme j'avais choisi de courir devant, ça compliquait vraiment les choses pour moi. En tout cas, ça changeait la donne. Imagine si en grand championnat je m'étais mis en queue de peloton en début de course, d'autres athlètes auraient pu se demander ce qui m'arrivait, penser que j'étais un peu perdu ou que je savais pas ce que je faisais. Donc je devais aussi faire comme d'habitude et courir devant. Et le truc, c'est qu'en Diamond League, ou dans d'autres meetings, il y a un lièvre. Mais il n'y en a pas en championnat. Donc je devais aussi m'entraîner pour ça, pour être capable de garder mon sang-froid et de courir devant et de gagner quand même. Et c'était vraiment pas facile. Ça demandait beaucoup d'entraînement et de courage. Et je suis reconnaissant parce qu'avec le travail, j'ai réussi à le faire et atteindre mes objectifs. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de toi? Parce que la plupart des gens, ils se souviennent de ta course record du monde, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais que les gens retiennent de toi? Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il y a plein de façons de se souvenir de David. Quand je me déplace sur des événements, je rencontre plein de jeunes qui me disent que beaucoup de mes compétitions et de mes courses les inspirent beaucoup. Et à chaque fois, ça me va droit au cœur. C'est des souvenirs comme ça qu'on peut laisser derrière nous pour les générations à venir. Parce que maintenant, on a les réseaux sociaux et Internet, et c'est une vraie source d'inspiration pour beaucoup de gens. Toi, t'as appris de qui? Je sais que ton père avait fait les Jeux, il était médaillé olympique. T'as beaucoup appris de lui, de son expérience? Alors, je dois dire que oui. Quand on m'a dit, enfant, que mon père avait fait les Jeux, j'ai compris que j'avais les bons gènes. Mais après, au lycée, et même dès le primaire d'ailleurs, en compétition scolaire, j'ai pris conscience qu'avoir les bons gènes, ça n'empêche pas de se faire battre. Je me souviens une fois, je courais dans le relais, parce que mon père était très bon dans le relais 4x400, et j'ai pas été bon pour mon équipe. J'avais reçu le témoin en 3e position et j'ai fini 5e. Et les gars se moquaient de moi, ils me disaient « Mais ton père, il était bon, mais toi, t'es pas si bon que ça, en fait ». Ça m'a vraiment fait réfléchir. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à chercher quelqu'un pour m'entraîner. Et j'ai rencontré un jeune de notre village qui avait gagné une médaille aux Jeux du Commonwealth. Il s'appelait Stephen Ole-Maraï. Aux Jeux africains, pardon, sur le 800, pas aux Jeux du Commonwealth. Okay. Il m'a vraiment aidé dans mon entraînement parce qu'il était coureur de 800 et il faisait aussi du 400. Parce que mon père était occupé à l'époque avec son travail à l'école. C'était pas toujours facile de le voir et il aimait le sport mais il ne voulait pas vraiment coacher. Alors que Maraï, lui, était plus facile à trouver et il avait des horaires plus flexibles. Il était disponible la plupart du temps, donc je lui ai demandé conseil. Et l'année suivante, j'ai commencé à me faire remarquer par mes bons résultats à l'école. J'étais devenu celui qui sauvait l'équipe. Même quand je récupérais le témoin quasiment en dernière position, j'arrivais à faire gagner l'équipe. Ça montrait bien que le talent ne suffit pas. Il faut travailler dur. Oui. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir à tes débuts et dont tu pourrais parler pour aider la jeune génération? Tu sais, le talent, il est là. Il y a plein de jeunes hyper doués. La difficulté, c'est de dénicher ces talents et de s'en occuper. On vient pas tous du même endroit. Par exemple, là d'où je viens, il n'y a qu'un seul centre d'entraînement et il n'est pas assez grand pour accueillir tous ces jeunes. On met vraiment l'accent sur les jeunes parce que c'est beaucoup plus facile pour nous d'identifier les talents quand ils sont jeunes et quand ils commencent tôt.
c'est beaucoup plus facile pour eux de continuer le sport et même de progresser quand ils ont commencé tôt. Donc notre priorité, c'est les plus jeunes, surtout dans les écoles, de les encourager à continuer le sport et l'athlé. Parce que c'est à l'école que les enfants ont l'occasion d'être avec d'autres enfants et de se rendre compte facilement qu'ils sont meilleurs que les autres. Ils sont avec d'autres enfants du même âge, ils jouent beaucoup ensemble et c'est beaucoup plus facile pour eux de se rendre compte qu'ils sont bons en foot, en volley, en athlé ou dans n'importe quel autre sport. Donc le sport des plus jeunes à l'école, c'est vraiment super important. On a vu beaucoup de records tomber avec les nouvelles chaussures, mais sur le 800 hommes, on a l'impression que les nouvelles chaussures n'ont pas changé grand-chose. Les meilleurs chronos de l'histoire, ils datent d'avant l'arrivée des nouvelles chaussures. Comment tu l'expliques? Oui, c'est vrai que l'innovation a permis de gros progrès dans notre sport. Et c'est toujours intéressant de voir ce que permettent ces technologies. On est tous curieux de savoir comment ces équipements peuvent aider. Par exemple, pour la prévention des blessures et pour aider les athlètes à courir plus vite. Parce que si tu regardes par exemple avec quelle pointe les athlètes couraient dans les années 60 et 70, et si tu les compares avec les pointes d'aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir, c'est tellement mieux maintenant. Et je pense que c'est une bonne chose, parce que c'est aussi bon pour les athlètes. Ça leur permet de dépenser moins d'énergie, et parfois ces innovations permettent même de courir plus vite. C'est pour ça qu'on a vu tant de records tomber, sur le marathon par exemple. Mais c'est vrai que sur le sprint, on n'a pas vu une vraie différence. Je ne sais pas pourquoi, peut-être il faudrait demander aux scientifiques. Mais le record du monde du 800 fait partie des records qui tiennent depuis un moment. Sébastien Coe a battu le record du monde en 1981 et avec cette perf, il reste le 3e performeur mondial de tous les temps. Et même si le record a été battu plusieurs fois depuis, au final, il a été abaissé de même pas une seconde, de 82 centièmes de seconde. Et pourtant, il a été battu plusieurs fois, donc ça montre bien que la marge de progression est faible sur le record du monde du 800. J'étais surprise de t'entendre dire pendant la conférence de presse que tu n'avais jamais couru en salle. Et tu as aussi comparé le 400 en salle au 800 en plein air, parce que c'est 2 tours de piste dans les 2 cas. Qu'est-ce que tu aimes tant dans le fait de faire 2 tours? Oui, c'est vrai. Le 400 en salle, ça m'impressionne toujours. Parce que c'est 2 tours. Tu sais, quand on mémorise et on visualise notre course, on pense à comment on va gérer notre effort en 2 tours. Et si je dis ça, c'est parce qu'une fois, j'ai essayé de courir à un 1000 mètres. J'ai fait ça qu'une seule fois, un seul 1000 mètres. Et pendant la course, j'étais complètement désorienté. Je savais plus où j'en étais à un moment. Je savais plus ce que je devais faire. J'étais pas comme sur le 800. La plupart du temps, sur le 800, je sais, ok, après ce 200 ou à tel endroit, je dois faire ça, etc. Mais sur le 1000, j'étais complètement perdu, du début à la fin. Et à un peu plus de 100 mètres de l'arrivée, j'allais pas vite du tout. Donc, j'aime le 800 parce que c'est 2 tours. Le 800 a toujours été une distance à part pour moi. Donc, quand je vois une épreuve qui se dispute sur 2 tours, et le 400, c'est aussi une des autres distances chères à mon cœur. Oui, et tu étais aussi très bon sur le 400. Oui. Et pourquoi tu n'as jamais fait de salle? Parce que tu avais des foulées trop longues? Oui. Alors, il y a 2 choses. Déjà, on n'a pas vraiment les installations pour au Kenya. Donc, on n'avait jamais vraiment la possibilité de s'entraîner en salle. Et l'autre, c'est que pendant ma carrière, j'avais les chevilles très fragiles, vraiment très fragiles. Et je me disais qu'avec les virages, mes longues foulées dans les virages, je voulais pas prendre de risques. Donc j'ai dit à mon coach que j'allais me concentrer sur la saison en plein air. Et ce que je faisais, c'est qu'à ce moment-ci de l'année, en général, j'allais en Australie pour faire quelques compètes là-bas, pour casser un peu la routine et m'entraîner là-bas un mois, et puis après je rentrais chez moi. Ok.
Une dernière question concernant les blessures. Aux Jeux de Tokyo, tu aurais pu gagner un 3e titre olympique consécutif, ce qui aurait été une grande première. Mais malheureusement, tu étais blessé et tu n'as pas pu terminer ta carrière comme tu l'aurais voulu. Tu as des regrets? Tu sais, les blessures, ça fait partie de la vie quand on est athlète. On vit vraiment des moments difficiles. Et j'en sais quelque chose. Certains moments sont vraiment très durs. Je me souviens que ça remonte en 2013, juste après ma super année 2012 avec les Jeux. Je me suis blessé en 2013 et ça a été vraiment difficile, vraiment dur pour moi. Parce que quand c'est arrivé, je venais de finir toute ma prépa. J'étais presque prêt. J'ai commencé ma saison autour de mai et là, tout le travail que j'avais fait entre novembre et mai, d'un seul coup, tout a volé en éclats. Avant ça, je me disais, yes, les choses se passent vraiment bien, je vais arriver en tant que champion olympique en titre. Et je m'attendais même à refaire des super chronos. Donc, à l'époque, ça a vraiment été difficile. Mais ma carrière a été faite de tellement de hauts et de bas à cause de blessures. Et j'étais vraiment content de pouvoir gagner de nouveau les mondiaux en 2015. Parce que, encore une fois, j'avais dû manquer les mondiaux de 2013 à Moscou. J'y étais comme spectateur et ça avait été vraiment difficile parce que j'avais le sentiment que j'avais tout ce qu'il fallait pour la gagner, cette course. J'étais même le favori après ma saison 2012, mais j'ai dû regarder la course comme spectateur à cause d'une blessure. Après ça, je me suis fait opérer du genou et puis je suis revenu petit à petit. Et je suis venu ici à Glasgow pour les Jeux du Commonwealth. J'étais pas encore revenu à mon meilleur niveau. J'ai gagné la médaille d'argent et j'ai continué à revenir après. En 2015, j'ai réussi à reprendre mon titre mondial en gagnant les mondiaux de Pékin. Et en 2016, j'ai gagné les Jeux à Rio. Donc je suis reconnaissant d'avoir pu vivre tout ça. Je suis heureux. Les Jeux, je les ai pas gagnés qu'une seule fois. Je les ai gagnés 2 fois. Les mondiaux pas une fois, 2 fois. Le record du monde pas une fois, 3 fois. C'est pas rien quand même. Je suis heureux. Je pense que j'ai fait tout ce qu'un athlète peut vouloir faire pendant sa carrière. Après ça, je pouvais que répéter ce que j'avais déjà fait. Donc, je suis heureux de la carrière que j'ai eue. Ça me fait plaisir de l'entendre. Merci beaucoup. Je ne veux pas abuser de ton temps. Je vais te laisser aller regarder les épreuves de ce soir. Merci beaucoup. Tu veux ajouter quelque chose? Non, merci beaucoup. Ça a été une très bonne interview. Merci beaucoup. Merci. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Laissez 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et Apple Podcasts et parlez du podcast autour de vous. Si vous souhaitez soutenir le podcast pour que je puisse traduire davantage d'épisodes, vous pouvez aussi faire une petite contribution via Tipeee à partir de 1 €. Je vous mets le lien dans les notes. Merci et à la semaine prochaine.